Bienvenue sur Ultra Mental, le podcast de référence en préparation mentale dans l'univers du trail running. Ici, chaque semaine, je reçois des athlètes, des experts et des passionnés pour des échanges inspirants autour d'un même sujet: comment développer un mental solide, performant et serein sur les sentiers comme dans la vie. Vous trouverez ici des clés concrètes, des histoires puissantes et peut-être même un peu d'inspiration pour repousser vos limites. Moi, c'est Pierre, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports d'endurance et j'accompagne les sportifs, mais aussi les entrepreneurs et les dirigeants à aligner leur mental pour performer avec plus de fluidité. Allez, je vous laisse maintenant avec mon invité de la semaine. N'oubliez pas de liker, partager et commenter cette vidéo, c'est super important pour son référencement. Allez, bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la pause mentale où on va aujourd'hui continuer notre série sur les stratégies de coping. Donc si vous n'avez pas entendu les précédents, je vous invite à les réécouter car je vais évidemment pas répéter ce qu'on a dit dans l'épisode 1 et 2. Donc aujourd'hui, le coping centré sur les émotions. Pour commencer cet épisode, je vais commencer par une image. Une image qui revient souvent, surtout en ultra, c'est celle d'un coureur qui à un moment donné de la course va s'asseoir au bord du sentier, laisser sortir des larmes, laisser sortir des émotions, et puis quelques minutes après va repartir. Il n'a pas fait ça parce qu'il avait envie d'abandonner, mais juste parce qu'il avait besoin de laisser sortir quelque chose avant de continuer. Si tu as déjà vécu ça ou si tu as déjà observé quelqu'un d'autre vivre cette émotion-là, tu as vu ce qu'on appelle un coping centré sur les émotions. Et sans le savoir, sans l'avoir planifié, c'était juste instinctif et c'était juste. Aujourd'hui, on s'intéresse donc à cette stratégie-là, celle qui ne vise pas à modifier la situation, mais à modifier ce qu'on ressent face à la situation. Celle qu'on associe parfois à tort à de la faiblesse, à une perte de contrôle ou à quelque chose qui s'apparente à ne pas avoir géré la situation. Dans cet épisode, je vais vous montrer pourquoi c'est exactement l'inverse et pourquoi dans certaines situations, c'est la stratégie la plus intelligente et aussi la plus exigeante qu'un athlète ou qu'une personne puisse déployer à un moment donné. Bienvenue dans ce nouvel épisode donc de notre série sur le coping et on entre tout de suite dans les émotions. Avant de commencer, on rappelle la définition de Lazarus et Folkman. Le coping centré sur les émotions regroupe toutes les stratégies qui visent à réguler la réponse émotionnelle à une situation stressante, plutôt qu'à modifier la situation elle-même, chose qu'on a vue dans l'épisode précédent, coping centré sur la situation, sur la résolution du problème. La distinction est bien importante, on n'agit pas là sur la cause, mais on va agir sur l'effet, sur ce que l'on ressent, sur l'intensité de cette réponse, sur la façon dont on la traverse. Déjà, idée reçue numéro 1 qu'on va balayer assez rapidement, cette stratégie est une stratégie de gens qui ne se contrôlent pas. C'est probablement le malentendu le plus répandu dans le monde du sport et de la performance, où on valorise souvent l'action, la prise de décision, l'efficacité, et on associe souvent le fait de travailler ses émotions à un aveu de faiblesse ou d'impuissance, ou réservé, encore pire, aux femmes. Donc non, c'est une lecture bien erronée. Gérer ses émotions, ça demande une forme de conscience de soi développée, une capacité d'introspection et une tolérance à l'inconfort que beaucoup de personnes et d'athlètes n'ont jamais vraiment appris à développer. Ce n'est absolument pas passif et c'est un travail au contraire très actif à faire sur soi-même qui est souvent plus difficile qu'agir sur la situation. Idée reçue numéro 2, c'est utile uniquement en cas de crise. Et c'est faux, le coping émotionnel n'est pas réservé au moment où tout s'effondre. Il est utile en permanence pour maintenir justement un niveau d'activation optimal avant, pendant et après la course, pour récupérer mentalement après un épisode difficile, après une situation compliquée, pour traverser une période de préparation longue et monotone aussi, ça peut être le cas sans perdre le fil. Donc c'est une compétence de fond plutôt qu'un outil qu'on utilisera en secours. Idée reçue numéro 3, le coping émotionnel, c'est ne rien faire. Ne rien faire face à une situation, c'est parfois plutôt l'évitement, qu'on verra dans notre prochain épisode sur le coping. Ce n'est pas du tout du coping émotionnel. La différence est fondamentale. Le coping émotionnel, il implique l'engagement actif avec ce que l'on ressent, c'est-à-dire de faire corps avec ce qu'on sent, et pas justement de l'éviter. Et là, justement, on ne va pas fuir l'émotion, on va à sa rencontre, on va la traverser et on va la réguler. On aura un épisode entier, le dernier, sur le coping d'évitement. Et vous verrez que la frontière entre le coping émotionnel est parfois subtile et que c'est justement là que ça devient parfaitement intéressant. Donc des stratégies concrètes. D'abord, la régulation émotionnelle par la respiration. C'est la plus immédiate,
la plus accessible et une justement des plus documentées scientifiquement. Je parle énormément de cohérence cardiaque et de toutes les autres formes de respiration, mais surtout de la cohérence cardiaque. C'est un peu la reine des respirations. Le principe est simple, c'est qu'en modifiant son pattern respiratoire, on va modifier directement l'état de son système nerveux et donc son état physiologique et donc son état émotionnel. La respiration, c'est l'un des rares mécanismes du système nerveux sur lesquels on peut exercer un contrôle volontaire. C'est incroyable de se dire, quand tu ralentis ton expiration, tu vas activer plutôt ton système parasympathique. Donc quand on se focalise sur l'expire, le plus longtemps possible et le plus lent possible, on va activer le système parasympathique. C'est un peu la pédale de frein du système pour entrer dans un état plus de relaxation. Le rythme cardiaque va baisser, le niveau de cortisol va baisser, l'activation anxieuse va diminuer, la pression artérielle, tout ça de même. En course, concrètement, quand il y a trop d'informations et que tout commence à s'enchevêtrer dans la tête et que le système, ton mental, ton système nerveux n'arrive plus à traiter l'info, qu'il y a trop de fatigue, qu'il y a trop de données, tu t'arrêtes 30 secondes, tu fais 3 cycles de respiration lent, tu peux prendre 3 minutes pour faire un peu de cohérence cardiaque pendant 3 minutes sur un rythme de 5-5, 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire. C'est absolument pas une perte de temps, c'est un coping émotionnel actif et ça peut changer radicalement la suite de la course. Très récemment, Hugo Ferrari en a parlé dans un de ses podcasts, ou sur le trail, je crois, du Ventoux, alors qu'il était à la bataille dans le top 10, c'est sûr, et peut-être même sur la bataille du top 5. Il s'est arrêté, il me dit, quelques minutes sur un rocher en pleine montée pour faire un break. C'est la première fois que ça lui arrivait, pour reprendre son souffle, remettre de l'ordre dans ses idées et repartir. Et ça lui a été extrêmement bénéfique. Donc, très, 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 très utile. Stratégie numéro 2, la réévaluation cognitive. Et c'est peut-être la stratégie la plus puissante de cette famille et la plus étudiée dans la littérature en psychologie du sport. La réévaluation positive consiste à changer la signification qu'on donne à une situation. Donc, on ne change pas la situation elle-même, on va changer sa perception, sa lecture, on va en changer un peu le sens. Si on se souvient du modèle transactionnel de Lazarus, le stress naît de la transaction entre la perception de l'activité, de la menace éventuellement, et la perception de ses ressources pour y faire face. La réévaluation cognitive intervient exactement là, sur la perception. On peut travailler explicitement en dehors des courses sur les croyances qu'on a vis-à-vis de ces sensations, peut-être des sensations de difficulté, des sensations en montée, des sensations sur le plat, des sensations face à la chaleur, et progressivement les nouvelles d'interpréter, d'entrer de nouvelles interprétations dans notre système qui seraient disponibles en temps réel sans vraiment d'effort conscient. Par exemple, on pourrait se dire que quand on n'a pas envie d'être trop essoufflé, et de se dire justement je suis essoufflé parce que mon corps recherche de l'oxygène et que c'est exactement ce qu'il doit faire au moment où il doit le faire. Un exemple très concret, s'il fait très chaud et qu'on transpire abondamment, c'est exactement ce que le corps est censé faire. On est censé transpirer abondamment quand il fait chaud parce que justement, c'est comme ça que le corps fonctionne très très bien et a une excellente régulation thermique. À l'inverse, si on ne transpire pas et qu'on commence à rougir de partout, c'est là qu'on se pose des questions. Mais la transpiration, c'est excellent, même si on est trempé et qu'au bout d'un moment, c'est pas agréable. Il faut se recentrer sur ce que nous, on maîtrise. Donc la transpiration se fait de manière autonome. Et nous, on maîtrise quoi? L'alimentation qui va de concert avec ça. C'est-à-dire qu'on n'avait pas prévu peut-être de transpirer autant qu'il fasse aussi chaud. On s'alimente en conséquence en prenant plus d'eau, plus de sodium et en consommant plus d'électrolytes, etc. Donc la réévaluation cognitive permet justement, en s'entraînant, de changer la perception de la situation. Stratégie numéro 3, l'acceptation, qui est souvent assez mal comprise. L'acceptation, c'est un peu comme une sorte de résignation, donc pas du tout. Donc l'acceptation n'est pas une résignation. C'est pas dire c'est comme ça et j'y peux rien. C'est juste reconnaître ce qui est sans le combattre inutilement. Reconnaître ce qui est et qu'on n'est pas en mesure de changer, donc de ne pas dépenser son énergie inutilement à changer quelque chose qui ne peut pas l'être. Dans les thérapies ACT, thérapie d'acceptation et d'engagement, on distingue 2 types de souffrance. La souffrance qui est primaire, la douleur, la fatigue, la peur, qui est inévitable, et la souffrance secondaire. Donc la lutte contre cette douleur, le refus de ressentir cette douleur, la résistance à la douleur. Et cette deuxième type de souffrance est facultative. On n'est pas obligé de lutter contre la douleur, on n'est pas obligé de lutter contre la fatigue. Si on se sent très fatigué, on peut juste se dire « Ok, je ressens ce niveau de fatigue,
dès que j'en ai l'occasion. Peut-être que je suis pas loin d'un ravitaillement, je prendrai 20 minutes pour dormir, peut-être plus si j'ai beaucoup de kilomètres à faire. Heu, peut-être que là, je suis en on n'est pas la nuit, j'ai un petit endroit pour me coucher pendant 20 minutes et je mets, une alarme pour me réveiller. Donc voilà, première situation obligatoire, on va dire, source de la souffrance primaire qui est inévitable et la deuxième qui est secondaire, c'est-à-dire c'est l'interprétation qu'on en fait. Je ne devrais pas avoir aussi mal, je n'aurais pas dû me retrouver dans cette situation, c'est pas juste, et cetera, et cetera. Cette résistance, elle coûte énormément d'énergie, elle instaure en plus un dialogue interne complètement négatif, elle consomme encore une fois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et elle n'améliore absolument pas la situation d'un cheveu. L'acceptation justement active libère l'énergie. Elle permet de dire: «OK, la douleur est là, la fatigue est là, je la reconnais, je continue, je la prends en note, je ferai ma sieste plus tard», comme je le disais juste avant. Donc l'acceptation, en fait, elle ne remplace pas l'action, elle rend possible une autre action dans d'autres conditions. Stratégie numéro 4, l'expression émotionnelle. C'est tout simplement verbaliser ce qu'on ressent et c'est une stratégie de coping émotionnel. Et c'est souvent sous-estimé dans le monde du sport où l'on valorise plutôt la retenue, la solidité, la façade un peu imperturbable, le poker face. Pourtant, la recherche est assez claire, nommer une émotion en réduit déjà son intensité. Pourquoi? Déjà parce qu'on la conscientise. Ce mécanisme, ça a un nom en neurosciences, ça s'appelle l'affect labeling. Labeling, ça veut dire, ça vient de label, ça vient de labelliser, donc de nommer les choses. Quand on met des mots sur ce qu'on ressent, on active des régions préfrontales du cerveau et on réduit l'activité de l'amygdale. C'est la réponse, le centre de la réponse émotionnelle authentique. Donc on reprend en fait le contrôle cognitif sur la situation. En pratique, ça peut être un échange avec un partenaire de course, un débriefing avec son préparateur mental après une épreuve difficile, un journal de bord qu'on tient pendant la préparation de sa course, ou même, ça peut sembler un peu étrange, mais ça peut être aussi se parler à haute voix. En course, il y a beaucoup de personnes qui se parlent à haute voix. Je viens de terminer le livre de Sébastien Réchon, et c'est quelqu'un qui est assez adepte de chanter, se parler, etc., pour se réveiller, pour se parler, etc., etc., etc. Donc en fait, ça sert à nommer ce qu'on est en train de traverser. Stratégie numéro 5, la distanciation et la pleine conscience. Donc la pleine conscience, mindfulness, appartient évidemment à cette famille de coping émotionnel. Elle consiste donc à observer pleinement ses propres états internes sans s'y identifier. C'est là que c'est le plus compliqué. Les observer, ça va. Sans s'y identifier, c'est là que ça se corse. Sans les juger et sans chercher à les modifier dans l'immédiat. On adopte une posture qui est assez complexe parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. On est plutôt tourné action. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Mais là, c'est une posture de témoin. Je remarque. Je suis comme si. Je suis comme ça. Là, je suis anxieux. Je remarque que ma respiration s'est accélérée. Je remarque que mes pensées sont plus agitées. Je remarque que j'ai des pensées plus négatives, etc., etc. Du coup, c'est vraiment différent du fameux je suis anxieux. Je suis comme ça. C'est je remarque que. C'est un peu différent. C'est comme si on était dans un film et d'un coup on se dit je me place dans une salle de cinéma et je regarde le film se dérouler devant moi. C'est d'ailleurs une image qui est très souvent utilisée en hypnose pour se dissocier justement de l'action qui est en train de se faire. Ou au contraire de se dissocier d'un résultat. On n'est pas le résultat de nos courses, on est autre chose. Pour nuancer tout ça, il y a ce que la recherche dit et la question du contexte. Le contexte fait tout, hein. Pendant longtemps, la littérature a eu tendance à hiérarchiser les stratégies de coping. Le coping centré problème égale actif, égale efficacité, égale plutôt très bien. Le coping centré sur les émotions, c'était plutôt catalogué comme passif, pas vraiment efficace, un peu faible. Cette hiérarchie est aujourd'hui largement remise en question. Les travaux notamment de Susan Folkman dans les années 90-2000 ont montré quelque chose d'important. Dans les situations où la résolution de problèmes est impossible, les stratégies centrées sur les émotions sont vraiment très efficaces. Elles sont des réponses adaptées et leur efficacité est comparable, voire supérieure à des copings centrés problèmes dans ces contextes. Pourquoi c'est supérieur? Parce que tout simplement, quand on est sur des stratégies de coping centrées problèmes, centrées les situations, quand on n'a pas la main sur des situations, entraîne très 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 rapidement un effondrement et l'inverse, une perte de contrôle totale. La variable clé, j'en ai parlé dans l'épisode précédent, c'est là encore la contrôlabilité de la situation. On ne peut que insister dessus parce que en fonction de la contrôlabilité de la situation, on va adopter une stratégie plutôt qu'une autre. Si le coping centré problème est inadapté aux situations non contrôlables, le coping émotionnel y est largement sous-utilisé
alors qu'il devrait être bien plus souvent mis en avant. Donc pour terminer, le coping émotionnel et les performances dans les études sur les athlètes élites en sport d'endurance, on retrouve systématiquement les mêmes stratégies émotionnelles chez les meilleurs performeurs. La réévaluation cognitive des situations difficiles, c'est-à-dire que c'est très difficile, mais on va réévaluer dans sa tête pour faire baisser le niveau d'intensité. La capacité à tolérer l'inconfort sans la fuir. Une forme de détachement fonctionnel face au résultat. Donc encore une fois, je me détache, je ne suis pas le résultat. Que je gagne ou que je perde, je suis autre chose, je suis bien au-delà du résultat. C'est ce qu'on appelle aussi le non-attachement. Donc pour résumer, ce qu'on a vu aujourd'hui, le coping centré sur les émotions, c'est un ensemble de stratégies actives et non pas passives, comme on l'a souvent cru, qui visent à réguler notre réponse intérieure à une situation. Respiration, réévaluation cognitive, acceptation, expression émotionnelle, pleine conscience. Ce n'est pas une stratégie de faible, c'est souvent celle qui demande le plus de maturité justement émotionnelle et dans des situations non contrôlables, ce qui est très souvent le cas dans les sports d'endurance en extérieur où justement il y a énormément de variables qui ne sont pas sous notre contrôle. C'est cette stratégie qui va permettre de continuer et d'avancer sans s'épuiser mentalement contre le cours des choses, contre les choses que l'on ne peut pas changer. La vraie compétence, je l'ai dit dans l'épisode précédent et je le répète ici, parce que c'est central, c'est la flexibilité. Savoir quand passer d'un coping centré problème à un coping centré émotion et inversement, ce mouvement fluide entre les deux, c'est ça la résilience en action. Dans le prochain et dernier épisode de la série, on parlera de la stratégie la plus mal comprise de toutes et celle qui peut assez vite déraper. Celle qu'on évite d'analyser parce qu'elle nous renvoie à des choses qu'on préfère ne pas trop regarder, c'est l'évitement. Est-ce que c'est un problème d'être dans une stratégie d'évitement? Est-ce que cela est peu fonctionnel? Voilà, on verra si cette réponse peut être un peu plus nuancée. D'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous jeudi pour un prochain épisode. Ciao. Cet épisode est déjà terminé. J'espère qu'il vous a inspiré ou apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple, mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Si vous souhaitez aller plus loin et optimiser votre préparation mentale, contactez-moi directement via mes différents canaux. Le premier entretien découverte est gratuit. Pour suivre mon actualité, je vous donne rendez-vous sur Instagram et LinkedIn. À la semaine prochaine dans un prochain épisode d'Ultra Mental.